ces 10 dernières années à lutter pour l'instauration de la démocratie, consolider la démocratie en Côte d'Ivoire et aussi faire en sorte que nos populations ivoiriennes puissent avoir de meilleures conditions de vie. Mesdames et messieurs, sans trop tarder, je vais passer la parole, puisque nous allons nous prononcer aujourd'hui sur 2 points fondamentaux. Le premier point sera, disons, voilà, le premier point, il s'agira pour nous de donner la position de la PECSI, de la FIDOC sur la révision de la liste électorale, pas la révision, mais la liste électorale qui a été mise à la disposition de nos concitoyens et qui sera prononcée par mon très cher frère conférencier Dr Boga Sakou. Et le deuxième point, ce sera votre serviteur Ibrahim Yaouremi. Donc je vais passer la parole aux Ivoiriens. Je vais, ainsi qu'il a indiqué, vous présenter notre position claire sur la liste électorale dite définitive. Et par après, le président Ibrahim pourra intervenir sur le fait que le gouvernement de Côte d'Ivoire se dit toujours, en tout cas, que la Côte d'Ivoire est toujours souveraine. Et donc, vous pouvez contacter qui vous voulez, la Côte d'Ivoire est souveraine. Ça veut dire ce que cela veut dire. Voici les 2 points que nous allons développer. Mais avant, j'ai un préalable. Le préalable, c'est que, en tant que qui, Dr Boga prend-il la parole aujourd'hui? J'interviens là-dessus parce que vous êtes au courant, en tant que journaliste, de cette polémique qu'il y a eu concernant la FIDOC, du fait que mon secrétaire général a été très souvent contacté par une chaîne consoeur à vous, qui l'invitait sur ses plateaux de télé, et nous avons sorti une déclaration pour dire que nous interdisons, nous rompons nos participations au plateau de la chaîne de télé NCI. À l'issue de cela, tous les membres de la FIDOC, d'ici et d'ailleurs, de l'Europe, des États-Unis, du Canada, toutes les bases, les 12 pays réunis avec la FIDOC de Côte d'Ivoire, ont produit une motion me demandant de revenir pour terminer mon mandat qui courait jusqu'au 2 février 2026. Aujourd'hui, je vous fais l'honneur de vous, et la primeur, de vous lire ma réponse qui clarifie ma position en tant que laquelle je prends la parole aujourd'hui. À tous les membres de la FIDOC, aux membres du bureau exécutif central, aux membres fondateurs de la FIDOC, au professeur Dadier Dia Célestin, président intérimaire de la FIDOC, chers amis et compagnons de lutte, répondant à l'appel que vous m'avez toutes et tous lancé à travers la motion qu'il vous a plu d'adopter le jeudi 5 juin 2025, me demandant de revenir à la tête de ce que la défense des droits de l'homme a toujours été ma vocation de vie et que la FIDOC est cet instrument précieux que le divin m'a inspiré en revenant d'Israël en fin 2008 pour défendre les droits sacrés de tout être humain. J'accepte volontiers de rapporter ma décision de suspension de mon mandat du 23 septembre 2024 et je prends solennellement l'engagement de reprendre la présidence de la FIDOC à compter de ce jour spécial, lundi de Pentecôte, pour achever mon mandat qui court jusqu'au 2 février 2026. Je vous prie, chers amis et compagnons de lutte, et particulièrement mon cher professeur Dadier, d'agréer ma reconnaissance infinie pour l'honneur que vous me faites
de me renouveler votre confiance. Je sais pouvoir compter sur chacune et chacun de vous tous pour m'accompagner à redoubler d'ardeur pour l'accomplissement de cette mission sacerdotale. Et je dis, chers amis journalistes, c'est rendu public, mais c'était pour vous dire que désormais, Dr Boga travaillera toujours avec la PECSI en tant que président de la FIDOP jusqu'au 2 février 2026 pour l'instant. En entendant, d'ici là, les choses peuvent évoluer. Et je dis, conférence de presse conjointe, PECSI-FIDOP. Position de la FIDOP et de la PECSI suite à la publication de la liste électorale dite définitive par la commission électorale indépendante. J'allais dire encore dite indépendante, c'est ça. Le sujet 1. Pour nous, si nous voulons la paix en Côte d'Ivoire, cette liste électorale ne doit point être la définitive. Alors que les populations ivoiriennes attendaient avec beaucoup d'espoir que le gouvernement ivoirien et la commission électorale dite indépendante, CEI, donnent des signes d'apaisement en prenant des décisions courageuses et fortes à même de préserver la cohésion nationale et la paix, nous venons d'être servis, mesdames et messieurs, le mercredi 4 juin dernier, par l'affichage d'une liste électorale plutôt confligène que l'opposition considère d'ailleurs comme une déclaration de guerre. Aussi, en prélude à la publication de sa fameuse liste électorale, dite définitive, le président de la CEI a-t-il organisé un point de presse où il a osé dire, et nous citons, la liste électorale est définitive. Elle est prête, elle est fiable, elle est crédible. Elle peut servir à une élection crédible. Puis il a ajouté plus loin que c'est cette même liste qui aurait servi à l'élection des présidents successifs. Félix Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, comme si depuis lors, le peuple ivoirien n'avait pas doublé ou triplé. Devant la publication de cette liste électorale confligène, nous, la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, la PECSI, qui regroupe 37 organisations, associations, ONG et mouvements de la société civile, et qui est représenté ici par son PCA, M. Ebrahim Yaouré, et la FIDOP, représenté ici par son président fondateur, Dr Boga Sako Gervais, nous persistons à douter de cette liste électorale et nous la rejetons. Pour nous, si l'on veut épargner la Côte d'Ivoire des chaos qui se préparent à l'horizon, les autorités actuelles au pouvoir devraient saisir, pendant qu'il est encore temps, l'opportunité de la paix. Nous réaffirmons donc, et avec force, que la seule alternative pour trouver des solutions concertées à cette situation de crise préélectorale que traverse actuellement la Côte d'Ivoire, c'est le dialogue politique inclusif, tant souhaité par les populations ivoiriennes. Pour la PECSI et la FIDOP, en effet, cette liste électorale ne pourrait être définitive qu'à 3 conditions. Première condition, la liste électorale ne serait définitive qu'après sa révision en 2025, avant l'élection, comme l'exige la loi. C'est un droit de l'homme pour les populations et une obligation pour la CEI et par ricochet pour l'État de Côte d'Ivoire. Deuxième condition, la liste électorale ne saurait être crédible qu'après avoir été auditée pour la débarrasser de toutes les imperfections relevées par les experts commis de l'opposition et de la société civile. Troisième condition, surtout, la liste électorale
ne serait totalement définitive que lorsqu'elle aura intégré tous les principaux leaders de l'opposition qui en ont été radiés abusivement et injustement. En effet, nous précisons encore une fois que les cas du président Laurent Gbagbo et de Guillaume Soro ne relèvent plus du droit. C'est simplement des questions de volonté politique. Car la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a déjà tranché en faveur des personnes radiées. À l'époque, M. Laurent Gbagbo et M. Guillaume Soro avaient gagné leur procès et la Cour africaine a demandé à l'État de Côte d'Ivoire de les réintégrer. Aussi, la situation récente du président Tidjane Thiam constitue-t-elle une grave erreur de justice, car né d'une mère ivoirienne et d'un père français, au moment où naissait M. Thiam, ce monsieur n'a jamais cessé d'être ivoirien, un peu comme beaucoup de binationaux dans notre pays. Il faut donc réintégrer ce monsieur sur la liste électorale. Mais le cas le plus absurde et le plus choquant, qui doit interpeller tous les juristes du monde entier, c'est celui de M. Charles Blé Goudé, président du COJEP. Car à la vérité, en droit, une affaire jugée, de surcroît par la Cour pénale internationale, ne peut être rejugée dans aucun autre pays, fût-il la Côte d'Ivoire. Et de surcroît, avec les mêmes chefs d'accusation. Mais c'est une absurdité. C'est du jamais vu. Mais en plus, l'État de Côte d'Ivoire ne peut juger M. Charles Blé Goudé, ne pouvait juger M. Charles Blé Goudé, ainsi que le président Laurent Gbagbo par contumace. Vous ne pouvez pas envoyer des gens à la haie et puis être en train d'envoyer des huissiers dans leur domicile à Côte d'Ivoire. Mais attendez, pourquoi vous jouez avec nos intelligences? C'est une insulte à notre intelligence. Arrêtez de manipuler la justice pour faire prévaloir votre turpitude politique. Ça ne passera pas. En définitive, parce qu'elles s'opposent et qu'elles s'opposeront toujours à toute nouvelle guerre liée aux élections en Côte d'Ivoire, la FIDO et la PEXI réitèrent leur appel au dialogue et à la paix, en s'adressant principalement au président de la République de Côte d'Ivoire, chef de l'État, et puis en parenthèse, président du RHDP. Car c'est lui, le garant de l'unité nationale et de la paix dans le pays. Monsieur le président de la République, les Ivoiriens et les Ivoiriennes ont de plus en plus peur. Faites quelque chose, dites quelque chose, et la paix reviendra dans ce pays. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire et tous ceux qui vivent dans ce pays. Au nom de la FIDO, au nom de l'APEXI, en ce lundi 9 juillet, nous avons dit. Merci. Merci. Nous allons maintenant aborder un serviteur, le PCA de l'APEXI, Ibrahim Yaouremi. Le deuxième sujet porte sur la question de la souveraineté de la Côte d'Ivoire que brandit à longueur de journée les autorités actuelles au pouvoir. Nous, la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire dénommée PEXI, qui regroupe 37 organisations, associations, ONG et mouvements de la société civile ivoirienne, qui est ici représenté par son PCA, votre humble serviteur Ibrahim Yaouremi, et la FIDOP, la Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie pacifique, représentée par son fondateur et président, Dr Boga Sako Gervais. Constatons avec regret que devant les initiatives louables de leaders de la société civile ainsi que de l'opposition politique ivoirienne de saisir les institutions internationales, notamment l'Organisation des Nations Unies, ONU, et l'Union européenne, entendons le gouvernement ivoirien dire par la voix de son porte-parole que la Côte d'Ivoire, notre pays,
reste au final un pays souverain. Une façon de dire clairement aux Ivoiriens que, quelles que soient les résolutions qui seraient prises par l'ONU ou de toute instance internationale relative aux différentes saisines sur le processus électoral en cours en Côte d'Ivoire, le gouvernement actuel ne l'appliquerait jamais. Pour preuve, les arrêts de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples du mois de septembre 2020 qui demandaient expressément de réintroduire les noms de M. Laurent Gbagbo et de M. Soro Guillaume sur la liste électorale dans le cadre des présidentielles de 2020 n'ont jamais été exécutés par le gouvernement ivoirien et rien n'y fit. Nous rappelons à toute fin utile que l'article 87 de la Constitution ivoirienne fait obligation à l'État de Côte d'Ivoire de respecter ses engagements signés, traités ou accords régulièrement ratifiés. Or, dès leur application, leur publication, une autorité supérieure à celle des lois. La PECSI et la FIDOP tiennent à rappeler que, en prenant les armes en septembre 2002 contre la République de Côte d'Ivoire, les rebelles ont dit qu'il s'agissait de permettre à tout le monde et plus essentiellement à M. Alassane Ouattara d'être candidat à l'élection présidentielle, alors qu'il ne pouvait aucunement candidater en vertu de la constitution ivoirienne. Ainsi, pour trouver une solution à cette situation de rébellion armée qui a entraîné la division de la Côte d'Ivoire en deux et qui risquait de faire basculer le pays dans une guerre civile, le président Laurent Gbagbo a accepté toutes les médiations que l'Afrique et le monde entier lui proposaient. 1. La signature du cessez-le-feu avec les rebelles le 17 octobre 2002 à Accra, sous l'égide de la CEDEAO. 2. La signature de l'accord de l'INAS Marcoussis en France le 26 janvier 2003. 3. La signature le 4 juillet 2003 d'Accra 2. 4. L'exécution de la résolution 1528 des Nations Unies qui a mis en place la mission de paix de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire ONUCI avec un effectif de plus de 7800 casques bleus. 5. La signature le 30 juillet 2004 des accords d'Accra 3 qui fixait un nouvel échéancier pour l'application des accords de Marcoussis, notamment pour le désarmement des ex-rebelles et des milices et pour des opérations d'identification des Ivoiriens. 6. La signature le 6 avril 2005 des premiers accords de Pretoria suite à la médiation du président sud-africain Thabo Mbeki pour solutionner le problème de l'éligibilité de l'opposant d'alors, bien entendu, Alassane Dramane Ouattara, et le principe de son éligibilité sera acquis le 13 avril 2005 et le président Laurent Gbagbo en acceptera le 26 avril 2005. Mesdames et messieurs les journalistes, chers frères, voici en résumé le
parcours fastidieux, avec tout ce que cela a coûté aux Ivoiriens en termes de souffrance physique, morale et surtout économique, pour que M. Alassane Dramane Ouattara soit candidat en Côte d'Ivoire, afin que nous ayons un peu de paix. Nous avons jugé utile de faire tous ces rappels de mémoire devant la presse nationale et internationale, afin que les tenants du pouvoir et les militants qui passent leur temps à longueur de journée à nous parler de la souveraineté de la Côte d'Ivoire sachent que tous les Ivoiriens savent les différentes voies de recours qui ont été exploitées par le passé afin que le candidat d'alors, M. Alassane Dramane Ouattara, soit éligible en Côte d'Ivoire. Considérant que c'est essentiellement grâce à la communauté internationale, notamment l'ONU, l'Union européenne, et surtout l'implication directe, nous disons bien, et surtout grâce à l'implication directe de la France à tous les niveaux, que M. Alassane Ouattara a pu effectivement accéder au pouvoir d'État dès le 11 avril 2011. Alors, nous ne comprenons pas aujourd'hui le refus catégorique de son parti au pouvoir, le RHDP, de dialoguer avec son opposition pour avoir des élections inclusives, apaisées et acceptables par tous, pour mettre fin à cette série de crises électorales à répétition que connaît la Côte d'Ivoire, notre beau pays, ces 20 dernières années. Nous, la PECSI et la FIDOP, interpellons vivement, je dis bien, nous, la PECSI et la FIDOP, interpellons vivement le président français, M. Emmanuel Macron, qui avait soutenu en 2020 le chef de l'État sortant, M. Alassane Ouattara, à une violation flagrante de notre constitution en disant qu'il s'agissait d'un cas de force majeure après la perte de son dauphin, le Premier ministre Amadou Gon, que le 4e mandat illégal et anticonstitutionnel qui se prépare à l'horizon ne passera pas en Côte d'Ivoire en cette année 2025. Aussi, interpellons-nous M. Jean-Christophe Béliard, actuel ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, qui semble avoir un parti pris en faveur du pouvoir ivoirien, du pouvoir d'Abidjan, de se préoccuper avec nous des sérieuses menaces qui planent à nouveau sur la paix et la stabilité, car tous les signaux sont au rouge. Les Ivoiriens n'accepteront plus jamais des élections taillées sur mesure et imposées par une commission électorale dite indépendante, qui en réalité ne l'a jamais été au regard de son acquaintance avec le parti au pouvoir, le RHDP, pour entraîner la Côte d'Ivoire, notre pays, dans de graves crises pré- et post-électorales, comme ce fut le cas en 2010 et en 2020, avec de milliers de morts. Au regard de tous les sacrifices consentis par les Ivoiriens avec cette rébellion barbare qui nous a été imposée, qui a fait des milliers de morts innocents, alors nous ne comprenions pas pourquoi le président Alassane Dramane Ouattara n'en ferait pas autant aujourd'hui pour préserver la cohésion nationale et cette denrée rare qu'est la paix que toutes nos populations ivoiriennes recherchent. La question est posée. Pourquoi
le gouvernement offre un bras de fer avec la classe politique de l'opposition pour entraîner la Côte d'Ivoire dans une crise électorale, alors qu'un simple dialogue entre leaders responsables peut éviter le pire à notre pays. C'est pourquoi nous, la PECSI et la FIDOP, en appelons encore au sens élevé et à la sagesse du président de la République, Alassane Ouattara, d'accepter notre proposition et celle de l'opposition d'organiser sans délai un dialogue inclusif pour trouver des compromis et un consensus aux problèmes cruciaux qui minent le processus électoral avant toute organisation d'élections en Côte d'Ivoire. Comme le disait un éminent juriste ivoirien, et je cite, « La paix véritable ne peut fleurir sur une exclusion programmée. Une nation forte se construit par la diversité de ses voix et non par le silence imposé aux autres. » Malheureusement, nous constatons aujourd'hui, avec beaucoup d'amertume, une exclusion sans précédent des adversaires politiques gênants. Et on se cache derrière une justice aux ordres pour faire taire le peuple souverain de Côte d'Ivoire à travers des intimidations. Pour terminer, nous, la PECSI et la FIDOP, lançons un appel pressant à toutes nos populations ivoiriennes et plus particulièrement à toutes les composantes de la société civile ivoirienne, associations, ONG et mouvements que nous présidons sur toute l'étendue du territoire national et à l'international. L'heure de la mobilisation de toutes les forces vives épris de paix a sonné pour sauver notre démocratie qui est à dure épreuve. Nous avons tous le devoir, devant l'histoire, de faire échec à tous ceux qui se préparaient dans l'ombre à faire un hold-up électoral en cette année 2025 qui compte sur la violence, le braquage des urnes, les intimidations, la fraude à grande échelle ou encore sur les armes pour se proclamer vainqueur, que 2025, ça ne passera pas. Nous estimons que cette élection présidentielle de 2025 doit être la plus démocratique et transparente de l'histoire pour mettre fin à toutes ces années de crise. Fait à Abidjan, le lundi 9 juin 2025, pour la PECSI, le PCA Ibrahim Yaouré, pour la FIDOP, le président Dr Boga Sako Gervais, et je vous remercie. Les échos qui nous reviennent montrent que la presse que nous rencontrons chaque jour ici, elle fait bien son travail. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont supplanté là. Et ça, je parle à des intellos eux-mêmes. C'est une conférence de presse. Et une institution internationale s'est déplacée. Parce que quand on a saisi Bruxelles, on a dit que le représentant de l'Union européenne en Côte d'Ivoire semble être de connivence avec le pouvoir Ouattara. Donc on l'a supplanté lui-même, on l'a supplanté la dame, l'ambassadrice ici, pour saisir la base. Ces péchés-là, ils sont témoins, hein, vos collègues journalistes. Voilà. Donc on n'avait pas attendu. Nous sommes indépendants, nous sommes autonomes et nous faisons notre travail pour notre pays. On ne fait même pas pour quelqu'un. Ce pays nous appartient aussi. Je tenais vraiment à le préciser. Parce que ce n'est pas de gaieté de quelqu'un. Un jour férié, on est ici. Non. Et puis ne laissons pas notre pays entre les mains des politiques. Je ne veux pas qu'on laisse notre pays entre les mains des politiques. Et quand vous parlez, on dit non, 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 politique n'est pas dedans. Mais tu es dedans. Parce que quand le pays va brûler, ça va te trouver dans ta maison. Quand ce pays a brûlé en 2010, ça a trouvé des gens dans leur maison. Des gens qui disaient, ah moi il ne veut pas politique. Ça t'a trouvé dans ton salon. C'est Dieu qui a voulu que nous soyons vivants. Sinon moi j'ai fui en exil. Pour 10 ans. Et pourtant je n'étais pas politique. Mais j'ai pris position ferme. Parce que ce que la communauté internationale a fait dans mon pays, je ne peux pas l'accepter. Ce que Nicolas Sarkozy a fait, c'était une insulte. J'en ai fait des livres. Non, cher ami,
On est tout à fait libre et on sait ce qu'on fait. Je tiens à te le dire amicalement, mais on n'a même pas attendu. On a déjà saisi des instances. Et on continuera de le faire, autant que faire se peut. Merci. Président, c'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. Je voudrais juste vous rassurer que comme Dr Boga Sako vient de le dire, c'est ça le rôle de la société civile. Nous devons pouvoir anticiper les actions. Et nous avons su anticiper. Et nous ne cessons de le dire que 2025, c'est pas 2020. 2025, la société civile, nous sommes déjà engagés. Nous serons devant de ce combat. Quel que soit ce que cela nous coûterait, nous serons devant de ce combat. Parce que nous n'allons jamais accepter qu'on nous impose encore des élections bâclées, des candidats sur mesure. Et c'est ça qui a commencé. C'est ce que le RADP veut nous imposer. Comme nous ne soutenons pas un parti politique. Nous luttons pour la Côte d'Ivoire. Nous luttons pour nos populations ivoiriennes. Nous disons, trop c'est trop, comme le président Gbagbo l'a si bien dit. Trop c'est trop. À un moment donné, il faut dire aux politiciens qu'il ne faut pas prendre pour toute une vie en otage un peuple. Nous sommes réveillés. Nous sommes des intellectuels. Et cette fois-ci, nous connaissons toute la vérité. Nous connaissons l'histoire de la Côte d'Ivoire. Certains d'entre nous ont connu Faux-Boigny. Nous savons de quoi nous parlons. Personne ne viendra nous dire qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien. Nous savons tous qui sont les vrais ivoiriens en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Non, je t'en juste en train de te chahuter en disant l'expression trop c'est trop. Entre les journalistes, vous savez très bien d'où ça vient. C'est même pas le président Gbagbo qui a inventé ça. Trop c'est trop là, ça a existé ici avant. Ou bien ça n'a pas existé. En 2010. En 2010. Trop c'est trop là, c'est le slogan là qui se promène. C'est ça. Et il y en a qui sont surpris. C'est trop là, c'est là, c'est dedans, on est là. Quand c'est trop, c'est trop. Autre question, je crois qu'il y a le frère. Pardon? Jack Abel. Jack Abel de la voix originale. Il brandit un bilan inattaquable. Il brandit, selon ce chiffre, avoir 80% du territoire politique a tant de mal à ouvrir le jeu politique. C'est toute la question. Merci. Acceptez que ce ne sont que des analyses que nous ferons de notre point de vue. Merci beaucoup. Moi, je vais être franc avec vous. Je pense qu'il y a eu... D'abord même, quand on parle de bilan inattaquable, moi, je suis défenseur des droits de l'homme. Quand vous me demandez le bilan de M. Ouattara, quand vous me présentez le bilan de M. Ouattara, moi, je le lis sous l'angle du défenseur des droits de l'homme. Si vous aimez les ponts, les routes, vous regardez le bilan là sous l'angle des routes et des ponts. Mais moi, je défends les droits de l'homme. Les libertés publiques, les droits de l'homme n'ont jamais autant été violés aujourd'hui qu'hier. Il faut le dire. Quand je suis revenu d'exil, j'ai rencontré des journalistes, on me pose la question, j'ai dit oui, les droits de l'homme ne sont respectés à 100% dans aucun pays du monde. Mais en Côte d'Ivoire, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est inquiétant, c'est grave. Regardez comment le pays est bâillonné. Regardez, prenons le cas du jeune président de la JPDCI qui a été arrêté récemment. Donc ça veut dire que nous, tout ce que nous promenons là, il suffit de... Quand le gourou, je sais pas, le président n'est pas content, ou bien... Non, à tout moment on te prend, on te chope, on t'envoie à la maca. Voici une prison à ciel ouvert, dans un pays dit état de droit. Donc moi, ma lecture du défenseur des droits de l'homme ne sera jamais celle de ceux qui considèrent que le bilan est inattaquable, etc. On me parle de cherté de la vie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les richesses de ce pays n'ont jamais profité aux citoyens, à la vérité. Nous, on n'est pas économistes. Donc les économistes, avec le Tidjane Thiam et tout ça, ils feront le débat avec l'IDH. Quand il a commencé à parler, il y en a qui a sauté là-bas pour dire on s'en fout. Et puis après, maintenant, ils vont revenir pour justifier. Vous voyez, on est des intellectuels. Hein? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a mûri. Les gens qui pensent que c'était comme hier, ils se trompent. Oui, même les jeunes aujourd'hui. J'ai été invité par Bloomfield, une agence que vous connaissez très bien. Mais c'était des jeunes. Les jeunes sont de plus en plus aux aguets. Ils veulent voir. Un peu comme ça se fait en France, quand vous finissez un débat, on vous sort en même temps qui a menti, qui n'a pas... C'est ça aussi, en tant que journaliste, je vous donne vraiment ce conseil, il faut le faire. Parce que quand j'écoute certaines émissions, j'ai pitié. Parce que les gens viennent pour mentir, pour faire bien. Et puis après l'émission, il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de baromètre pour rattraper les choses. Et nos étudiants regardent ça. Et ça, excusez-moi pour la parenthèse, mais c'est un conseil que je vous donne en tant que journaliste. Certains parmi vous peuvent créer cet organe-là qui clarifie. C'est-à-dire que quand les gens ont fini de mentir, le même soir, là, vous rentrez au laboratoire, vous sortez les vrais chiffres. Et puis vous balancez. Et puis on voit qui a menti. C'est ce qu'il faut en France. Le président de la République est invité. Avant qu'il n'aille chez lui à la maison, on balance.
qui a dit vrai, qui a menti. Parce que hier encore, malheureusement, il était très tard, mais quand je vois l'émission, les gens font exprès, ils mentent. Ils mentent au peuple et puis ils trompent le peuple. Pour moi, ce bilan-là, il est... je ne suis pas candidat, donc je ne pourrais pas vous dire. Mais si vous voulez l'attaquer, venez nous voir. En tout cas, du point de vue des droits de l'homme, on va vous verser. Un pays où on ne peut pas s'exprimer, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Deuxième argument, et j'en aurais fini. Vous avez demandé mon avis personnel, je vous le donne. Le président Ibrahim donnera le sien. Moi, j'ai l'impression que les gens ont fait trop de détournements. Les gens se sont trop enrichis de façon illicite. Ils veulent préserver ce qu'ils ont acquis de façon illicite. Je le dis, avant qu'un juge ne m'interroge, il y a quelqu'un qui a détourné 100 milliards ici. Ça a été brandi, ça a été révélé, avec un audit à l'appui. Mais il n'a pas été arrêté. Actuellement, il est député de la République. C'était le DG du FAIR. Parce que moi, je parle avec des faits. Il ne faut pas que demain on vienne les encabouler. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Je suis clair, je suis franc. Quand vous révélez des situations comme ça, que vous ne faites rien, je marque mon pays. Pour peu, on met des gens en prison pour peu, pour très peu. Mais pour plus grave, les gens se promènent. Comment vous pouvez dire ça? Donc pour moi, les biens mal acquis qu'ils ont accumulés, ils ont peur de les perdre. Et c'est pourquoi sur le plateau d'un de vos confrères, je crois que c'est autrement politique, je disais, si vous voulez là, gardez vos milliards. On peut même vous faire grâce. Ça encore c'est un débat. Mais laissez-nous vivre. Laissez-nous choisir notre président. Voilà ce que je voulais te répondre, comme je ne suis pas seul à intervenir. Merci, merci cher frère Dr Bouga. Alors je voudrais rebondir sur... Les gens passent tout leur temps à tromper les Ivoiriens. Moi je vais vous dire toute la vérité. En 2022, c'était le 30 mars 2022, nous avons organisé les assises sur la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. J'étais le porte-parole. Et vous souvenez-vous, dans le mois de novembre, même année 2022, les organisateurs de la société civile ivoirienne ont voulu faire des marches éclatées. On nous dit que le bilan est inattaquable. Oui, c'est inattaquable. Parce que des individus volent à eux seuls 100 milliards. On ne dit rien. Et il faut protéger ces faussaires, ces grands manipulateurs de la République. C'est de ça qu'il s'agit. Mais on parle de bilan inattaquable. Mon frère parlait tantôt des routes. Certains se basent sur des routes. Moi, j'étais chez moi, dans la zone de Bondoukou. Je suis arrivé à Indokro. La voie centrale. J'ai même filmé, j'ai mis sur les réseaux sociaux. En moins de 24 heures, il y avait 35 000 vues. Mais il n'y a pas de route. 35 000 vues. Les gens ne veulent pas qu'on dise la vérité. Tout ce que les gens ont fait, qui est bilan inattaquable, tout se passe au niveau d'Abidjan, autour d'Abidjan. Ben, allez-y à l'intérieur. La pauvreté a atteint un seuil entre 70 et 80. C'est de ça qu'il s'agit. Nos populations souffrent. Aujourd'hui, combien d'entre vous peuvent vous donner 10 000 francs, 5 000 francs à leur femme pour aller faire le marché? Vous-même, vous touchez combien par mois? C'est de ça qu'il s'agit. Pendant ce temps, des individus de la République volent des centaines de milliards, on ne dit rien. Donc, moi, je vais vous dire, ce qui effraie, ce qui fait peur à nos frères qui sont au pouvoir aujourd'hui, ce sont les actes qu'ils ont dû poser. Ils se disent, mais après le pouvoir, après avoir perdu le pouvoir, ils deviendront quoi? Mais si vous avez volé, mais vous serez poursuivis. Mais si vous avez volé, vous êtes allé cacher de l'argent quelque part. Parce que nous, au niveau de la société civile, nous allons demander l'audit de l'administration à tous les niveaux. Il faut faire l'audit de l'administration. Tous ceux qui ont volé, qui ont pillé le pays, il faut les arrêter. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut faire comme le Sénégal. Tous les ministres qui ont pillé, qui ont gardé l'argent à l'extérieur, il faut rapatrier ce fonds-là ici. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qui les fait peur. Ils parlent de bilan inattaquable. Un coup KO. Mais dans ce pays en Côte d'Ivoire, nous avons eu la chance d'être observateurs. Les dernières élections, nous avons déplacé 115 observateurs. Depuis les indépendances, même le RDR ne peut pas déployer plus de 500 observateurs. Nous l'avons fait, nous connaissons, nous avons échangé avec nos populations dans toutes les zones. La pauvreté est plus grandissante que jamais. Alors, chers frères, ne vous laissez pas emballer par ces personnes qui aujourd'hui sont troublées. Certains d'entre eux, je ne sais pas si c'est l'épilepsie,
c'est une maladie, le troisième degré de l'épilepsie, où par moment on perd la mémoire. C'est ça qui fait courir d'autres personnes et qui divague, qui raconte de n'importe quoi. Donc c'est ça qui est la vérité. Oui. Mais c'est une question, une très belle question. Les gens, les militants de la carte du RDR, je dis pas du RDR, ce sont ceux-là qui passent sur tous les réseaux sociaux, les militants du RDR, qui vont s'asseoir, qui sont invités sur les chaînes télévision, radio, et qui racontent, et qui disent, qui nous accusent, nous, organisations sérieuses que nous sommes aux ordres de l'opposition. Mais je vais vous faire un rappel. En 2022, comme je l'ai dit, au moment où il y avait la crise sur la cherté de la vie en Côte d'Ivoire, nous avons eu à organiser les assises avec le député maire actuel, Fadibou Soumaoro, qui est le président de la FENACI, la Fédération des commerçants de Côte d'Ivoire. J'étais le porte-parole. Mais après les assises, vu que les choses ne bougeaient pas, la cherté de la vie ne faisait que grimper, avait atteint un seuil intenant. Des organisations de la société civile ivoirienne ont voulu marcher. C'est moi, Ebran Yaoremi, j'ai été contacté. Je vous le dis. Nous avons été au ministère du Commerce pour faire une déclaration, pour demander à toutes nos populations ivoiriennes et surtout aux organisations de la société civile, parce que nous étions en fin d'année, c'était en novembre 2022, de privilégier la voie du dialogue, de permettre à nos frères et sœurs de pouvoir fêter dignement cette fête de fin d'année 24. Et nos frères et sœurs nous ont écoutés et il n'y a pas eu de marche éclatée. Allez-y sur Google, tapez Château de la vie, le portail officiel du gouvernement actuel, le gouvernement du monsieur Alassane Ouattara. Ma photo est là-bas actuellement. Vous allez voir ma photo. Oui, parce que j'ai eu à mener des actions pour eux, ils étaient contents. Je suis sur le portail officiel du gouvernement. Alors, lorsqu'on vient dire aujourd'hui que nous travaillons pour l'opposition, mais ils ont oublié, la mémoire est très courte. C'est pourquoi je disais tantôt, certains d'entre eux sont atteints d'une maladie, troisième phase de l'épilepsie, où par moment, ils dorment. Ils ne savent pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Merci, frère. Moi, je suis défenseur des droits de l'homme. Cela fait 30 ans. C'est parce que j'ai étudié dans mon parcours universitaire. Mais je me suis formé. J'ai bénéficié d'une invitation par le département d'État américain en 2009. Mon premier diplôme, mon premier certificat là, c'est le ministère des Affaires étrangères qui me l'a donné. Il s'est trouvé dans mon salon. Je me suis formé et j'ai écrit des livres sur les droits de l'homme. 6 aujourd'hui. Non, 6. Mon premier livre là, il s'appelle Les droits de l'homme à l'épreuve, le cas de la crise ivoirienne du 19 septembre 2002. Qui a été publié aux éditions L'Harmattan. Vous savez, on a tous été élèves, on dit L'Harmattan, tu ne publies pas là-bas comme tu veux. C'est mon livre, c'est un livre. Quand toi-même tu le lis là, c'est comme si je te formais aux droits de l'homme. Puisque tu n'as pas étudié ça. En lisant ce livre, tu deviens un expert. Parce que comme je n'étais pas professionnel dedans, d'un point de vue universitaire, je suis allé faire des recherches. Je suis enseignant-chercheur à l'université. Dans les droits de l'homme, le premier violateur des droits de l'homme, c'est l'État. Pourquoi? Parce que quand moi je dis j'ai les droits de l'homme, je revendique les droits de l'homme, j'ai le droit à la vie, j'ai le droit à la santé, j'ai le droit à l'éducation, j'ai le droit au travail, mes droits là, c'est des devoirs pour l'État de me les donner. Dans les principes, c'est l'État qui doit appliquer, qui doit protéger, qui doit donner les droits de l'homme. Et quand vous prenez la dernière constitution, que nous on n'a pas voté parce qu'on était en exil, que M. Ouraga Obou, qui est lui-même juriste, très grand juriste, et en même temps défenseur de droits, il a introduit dedans. C'est l'une des constitutions actuelles, même, quelque chose, on peut lui reprocher des choses, mais il y a des aspects qu'on peut applaudir. Les aspects là, en matière de droits de l'homme, M. Ouraga Obou a mis beaucoup d'éléments dedans. Quand vous prenez l'article 2, les droits de l'homme sont sacrés, la personne humaine est sacrée, les droits de l'homme sont inviolables, c'est écrit dès l'article 2 de la Constitution. Selon ces principes-là, c'est l'État qui doit appliquer les droits de l'homme. Donc vous ne trouverez aucune organisation de droits de l'homme, et je parle en tant qu'expert dans le monde entier, aucune organisation des droits de l'homme qui vient pour être d'accord avec l'État. Si vous êtes d'accord avec l'État, c'est que dans le pays, il n'y a pas de violation des droits de l'homme. Parce que le mot violation des droits de l'homme, ça veut dire l'État n'a pas joué son travail, n'a pas fait son travail. Actuellement, il y a des violations des droits de l'homme aux États-Unis, où Donald Trump veut rapatrier tous les étrangers. Donc
même les États-Unis, là, on viole les droits de l'homme là-bas. Donc il faut que les gens comprennent qu'une société civile organisée ne peut être que du côté du peuple. Souvent, on en veut aux grands reggaeman, les Tigenja et autres, quand ils ne jouent pas Alpha Blondy, quand ils ne font pas leur travail. Mais pourquoi? Parce que dans l'histoire du reggae, c'est le peuple qui est le fer de lance d'un bon reggaeman. Celui qui est là pour applaudir l'État, c'est un faux défenseur de droits de l'homme. Alors peut-être vous pourrez me dire, mais dans ce cas, pourquoi avez-vous soutenu Laurent Gbagbo? Je n'ai jamais soutenu Laurent Gbagbo. Tous les Ivoiriens qui sont ici, quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, là, la seule organisation qui l'attaquait, c'était la FIDOP, la PDH que j'ai présidée. Et chaque fois qu'il y avait des bavures policières à Yopougon, c'est moi qui dénonçais toujours. Parce que le pays était coupé en deux et les pro-Gbagbo disaient, mais tu es ici, là, tu parles. Va dans le nord. Et je leur répondais, le nord est hors la loi. Ce sont des rebelles. Mais ici, là, il y a encore la loi. Il y a le gouvernement. Donc, le président Gbagbo doit respecter les droits de l'homme. Mais quand je suis dans le pays, et maintenant je vais terminer, lorsque mon pays est attaqué à l'international, dans les principes de droits de l'homme, vous allez lire la Charte africaine des droits de l'homme des peuples, l'article 23, vous dit que lorsque ton pays est en difficulté, confronté à l'extérieur, tu ne dois pas être celui qui met ton pays à mal pendant qu'il est en difficulté. C'est sur cette base-là que Nicolas Sarkozy, avec tout ce qu'il a fait contre mon pays, mobilisant la communauté internationale pour bombarder les Ivoiriens parce qu'il avait un intérêt à soutenir son ami, j'ai dû me braquer. D'ailleurs, en droit, c'est le b.a.-ba. Mon pays n'est pas encore cassé. La Constitution est là. Pourquoi un certificateur va-t-il avoir une voix au-dessus? Alors que le texte qui instaurait le certificateur dit clairement que tant que les institutions du pays sont en place, le certificateur ne peut pas les remplacer. J'ai lu, c'est pour ça que j'étais l'un des intellectuels que Awa Ewoura a reçu. Vous vous rappelez très bien de l'histoire. Je n'ai pas changé. Je viens d'exil. On a nos soldats, les 49 soldats qui sont bloqués au Mali. Avant de prendre position, j'ai demandé une audience au ministre de la Défense. Le ministre de la Défense m'a accordé l'audience. Et il m'a expliqué. Et sur la base de l'article 23 de la Charte africaine que je vous ai lu, je suis l'un de ceux qui n'ont jamais soutenu que nos 49 soldats étaient des braqueurs, étaient des ceci, étaient de cela. Je n'ai pas soutenu cela. Parce que je suis un patriote. Mais quand mon président m'empêche d'intervenir, il bâillonne les libertés, il confisque la liberté, et puis maintenant, il veut faire un 4e mandat, parce qu'il est sous contrôle judiciaire à cause de son 3e mandat, que j'ai dénoncé. Donc, cher ami, je peux même y passer à vous faire le coup, pas à vous-même, mais à tous ceux qui pensent ainsi, je peux passer ma vie à leur expliquer. Vous ne savez pas ce que c'est que les droits de l'homme. Vous ne savez pas ce que c'est que la société civile. Et on n'est pas les premiers. Dans le monde entier, c'est la société civile qui s'est levée, qui fait bouger les lignes. Donc, il faut que les gens le comprennent. Ils pensent que nous sommes des sociétés civiles qu'on achète, à qui on donne de l'argent pour venir applaudir un dictateur, un souverain. Ah non. Et je le dis toujours, mon combat contre les politiques. Ce pays est notre pays aussi. On ne peut pas s'asseoir là, vous allez, quand vous êtes content, nous tous on doit être contents. Quand vous êtes en guerre, nous on doit mourir. Nous parlerons. Parce que cette fois-ci, on ne le laissera pas faire. Et je dis. Au 4e mandat. Je reviens un peu sur l'opposition, la société civile parle du 4e mandat. Oui. Le parti au pouvoir parle du 2e mandat de la troisième. Au cas où le président Ouattara est plébiscité par son parti pour être candidat aux élections à leur congrès, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que la société civile? Bon, cher ami, mais vous n'avez même pas besoin de poser cette question. Un homme, je disais tantôt, vous n'avez même pas besoin de poser cette question. Un homme, lorsque on dit cet homme a perdu sa dignité, c'est-à-dire sa parole n'est plus respectée. Nous sommes tous en Côte d'Ivoire. Nous nous souvenons comme si c'était hier. Le président Alassane Ouattara, nous avons toujours les audios, nous avons toujours tout ce qu'il a eu à dire en 2020, devant le Sénat, devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire. Il a dit que le moment était venu de passer, disons, je n'ai même pas envie de rentrer dans les détails, mais vous voulez que je parle. Il a dit, et je le redis, le président Ouattara a pris des engagements devant le peuple de Côte d'Ivoire pour dire que le moment était venu de céder la place à la nouvelle génération, qui ne serait plus candidat. Il a toujours dit que 2 mandats suffisent à un homme
d'apporter sa contribution à un pays. Au début, c'était un seul mandat même. Mais, chers frères, quelqu'un qui a pris des engagements devant le peuple de Côte d'Ivoire pour dire qu'il ne serait pas candidat, et à la dernière minute, il vient se dédire pour dire oui, celui qui est mort, c'est le seul que j'ai formé. Le RDR, jusqu'en 2020, il n'avait formé qu'un seul cadre. C'est de ça qu'il s'agit. Et il viole la Constitution. La Constitution a été violée, il faut le dire. Parce qu'il prend des ordonnances et on modifie le code électoral. Il modifie le code électoral à sa guise, c'est de ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, je le dis, on n'a même pas besoin de revenir sur ça pour dire oui, il y a eu une 3e république, 4e république. Il n'y a jamais eu de 4e république. Est-ce que, d'accord, comme vous le dites là, cette 3e république, est-ce que les fondements de notre ancienne république, les fondements de notre ancienne république là, est-ce que tu t'avais été mis, nettoyé, balayé ou... Tu t'avais été mis dans un sac enfermé, attaché et jeté dans la poubelle? Non, ça n'a jamais été. Et même pour embrayer sur mon intervention pour l'appuyer, c'est quand il dit est-ce que ça avait été... En fait, ce qu'il veut vous dire, est-ce que en faisant naître la 3e république, on avait jeté la 2e république dans la poubelle? Non, justement. Et c'est ce que le professeur, et je vais l'appeler professeur aujourd'hui pour quand même le respecter, Bakongo a dit. Ils ont introduit un article, l'article 183, qui faisait une sorte de pont. Vous voyez, pour rassurer les Ivoiriens, c'est pour ça que Ouraga Obou n'est pas un idiot, c'est un professeur d'université. Je le connais très bien, je le respecte très bien. On est vraiment, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Ils ont introduit l'article 183, qui faisait le pont, pour rassurer tout le monde, pour dire, dans la nouvelle constitution, là, toutes les dispositions qui sont dedans, s'il y a une seule qui est contraire, là c'est autre chose. Mais si elle ressemble à celle qui est là, dans l'ancienne constitution continue d'exister. C'était le fameux article 183 qui faisait que les conditions d'éligibilité des 2 mandats continuaient de persister. Bon, vous êtes journaliste. Moi, j'ai eu beaucoup honte pour le ministre Bakongo. Il a été mon ministre d'enseignement supérieur. Quand vous arrivez chez moi à la maison, mon diplôme de doctorat là, parce que quand j'ai obtenu mon doctorat en 2005, j'ai demandé que l'État de Côte d'Ivoire me donne un diplôme signé. Parce que quand on était gamin, on partait chez les tontons, le BPC était au mur, donc je voulais avoir mon doctorat. Et j'ai mon doctorat a été signé 001. Si c'est pas ministre d'enseignement supérieur. C'est un professeur. Non, il est docteur. Mais il était ministre. Si on fait attention à tout ça maintenant. Non, il était... Non. On a le même diplôme. Mais de toute façon, tous les... Le film, quand il revient, on lui dit, bon, il faut te mettre devant et il faut te dédier. En fait, c'est ce qu'il a fait. Un intellectuel digne de ce nom, il démissionne. Je vous assure qu'on est des jeunes. Nous, vous et moi qui sommes dans cette salle, on est jeunes. Mais ce que nous devons garder, c'est notre honneur, notre dignité. Quand tu as fauté, et puis on te met devant tes turpitudes, et puis on dit, il faut avaler ça. Et comme ça te donne à manger, ça te donne l'argent, tu vas accepter ça. Tu n'as plus de dignité. La deuxième chose, avec tout le respect que j'ai, j'en parle parce que il a été mon ministre d'enseignement supérieur. La deuxième chose, c'est que dans une boutade, au cours d'un meeting, il a osé dire, nous sommes tous des moutons piants. Il dit, ah, j'ai compris. Parce que même si c'était pas en plaisanterie, hein, mais même si c'était une plaisanterie, un intellectuel ne dit pas ça. Je suis mouton piant de qui? De quel homme sur terre qui est devenu Dieu, dont je serai le mouton? De qui? Et du coup, comme tu es le mouton, c'est lui seul qui connaît la Constitution. Il a osé dire ça aussi. Que le monsieur là, il connaît la Constitution. Il est économiste. Depuis quand il était juriste? Depuis quand il était juriste? Donc vous voyez, les politiciens nous font perdre les repères. Et nos jeunes sont perdus. Les enfants sont perdus. Parce que comme le monsieur il a l'argent, il est le président, il est tout, je suis son mouton. J'ai étudié à l'université, pourquoi je vais être le mouton de quelqu'un? Donc, la question qui a été posée, s'il dit qu'il va faire un 4e mandat, que fera la société civile? J'ai bien saisi la question. Je faisais tout ce parcours là pour te dire ce qui me cœur.
La société civile, elle ne brûlera pas la Côte d'Ivoire. Mais elle va être constante, elle va s'opposer. Moi je disais à un de mes collaborateurs, mais comment on s'est opposé au 3e mandat, pourquoi on va venir applaudir le 4e mandat? Et c'est pour cela qu'aujourd'hui vous voyez qu'on a saisi la communauté internationale. Et si vous voyez que dans notre déclaration, on interpelle le président Macron, parce que ce monsieur, c'est qu'il a sorti là, en disant que c'était un cas de force majeure. C'est une insulte qu'il a faite dans notre pays. Ce n'est pas dans notre constitution. Et en le disant, il a glacé beaucoup d'Ivoiriens pour dire que bon, la France même dit c'était un cas de force majeure. Maintenant, qu'est-ce que la France va dire? C'est ce que le président Laurent Gbagbo a traduit de façon caricaturale en disant est-ce que Gon va mourir encore une fois? Est-ce que Gon va mourir encore une fois? Donc qu'est-ce qu'il va dire? Et si vous voyez très souvent nos interventions, parce que je suis cohérent, j'ai fait toujours une proposition personnelle. Les gens disent ah, docteur Bouga, il dit qu'il ne faut pas rentrer. Moi je dis il gagnerait de façon honorable à se retirer. Moi j'ai mon intime commission, moi je suis assis ici, je sais qu'il ne va pas se présenter. Moi, mais il faut que, comme vous êtes là, vous êtes des journalistes, je peux vous le dire, c'est la CEI et le gouvernement. Parce que le juge, quand il a prononcé la condamnation à 20 ans, une condamnation injuste, il n'a pas écrit expressément qu'il est privé de ses droits civiques. Parce que la question des droits civiques est tellement importante que quand un juge veut t'en priver, dans la décision là, il écrit. Ça n'a pas été écrit. Parce qu'on peut te condamner à 20 ans alors que tu votes, il y a des gens qui votent en prison. On peut te condamner et puis tu peux voter. Mais le fait de l'avoir écrit expressément, c'était pour le blesser, pour l'humilier. Or, de vous à moi, il y en a qui sont venus d'ailleurs. Comment quelqu'un qui vient d'ailleurs peut dire que toi qui es d'ici, tu n'es pas de ce pays? Je crois que c'est ça. Moi, c'est la lecture de l'intellectuel que je fais. Je ne tombe pas dans les bassesses des gens qui sont moutons là. Donc, je voulais te dire que nous sommes constants. On a condamné le 3e mandat, on va condamner le 4e mandat. De façon claire. Et il n'y aura pas de 4e mandat. Et il n'y aura pas de 4e mandat. Cette année, il n'y aura pas de 4e mandat. Maintenant, c'est sur le 4e mandat là qu'on veut compter pour l'annuler, pour dire que la paix va revenir, mais aussitôt qu'on annule, aussitôt qu'il n'est pas candidat, il faut que la CEI là, on la casse. Ah oui, la CEI là, elle sera cassée. Sinon, vous n'avez rien fait. D'ailleurs, même, l'opposition s'est retirée de la CEI. Quelle est sa valeur d'un point de vue politique? Elle n'a plus de valeur politique. Si l'opposition était constante même, aussitôt qu'elle est sortie, c'était un blocage. C'est pourquoi la liste électorale n'a pas de valeur. Puisque l'opposition n'y est plus. Donc ils ont fait des choses entre camarades, entre amis, pour venir servir ça aux Ivoiriens. On ne peut pas l'accepter. Et j'ai dit. Bon, oui, j'ai dit. C'est fini, je crois. Il y a une dernière question. On prend la dernière. Bon, oui, nous on considère que c'est la dernière. Pour moi. Alors, en fait, j'ai écouté votre analyse. Vous ne voyez pas qu'au maximum, le gouvernement ou bien le RHDP vous a mis dans un processus de panier à crabe en retirant, je pourrais dire, les 4 leaders qui font le poids lourd sur la liste électorale et avec toute sa légalité ou sa non-légalité, on revient encore dans le schéma des anciennes crises pour que vous, les Ivoiriens ou la société civile, puissiez accepter. Alors, l'enjeu de votre déclaration d'aujourd'hui, quels sont concrètement ce que vous allez faire face à cette situation? Est-ce que vous allez accepter qu'on remet M. Laurent Gbagbo, M. Malick Condé, M. Tidiane Tian, Soro et M. Alassane Dramane Ouattara pour faire encore une autre compétition? Non, Dramane Ouattara, lui, n'est pas lui déjà. Je ne peux plus. Moi, je vais vous dire, chers frères, avant que le président Alassane Ouattara devienne en Côte d'Ivoire, personne ne le connaissait. C'est grâce à Oufou qu'on l'a connu. Et vous savez dans quelles conditions il a pu être éligible en Côte d'Ivoire. On vient de le dire de suite. Ça a été du forcing. On fait ce forcing pour lui. Il vient partout où il est passé pour battre sa campagne et il a dit donnez-moi 5 ans. Donnez-moi 5 ans. On lui donne 5 ans et après il vient violer la constitution. Non, ça, les Ivoiriens ne vont plus accepter ça, chers frères. Je vous dis, le président Alassane Ouattara, à 82 ans, il ne peut plus rien apporter à la Côte d'Ivoire. Je le dis haut et fort. Pour nous, tout ce qu'il pouvait faire, il a fait. Il a demandé 5 ans. On lui a donné 10 ans. Il a violé la Constitution. Il ne va plus violer la Constitution. Et je vais ajouter. La question que vous posez est très pertinente. En clair, écoutez, vous ne voyez pas que finalement, vous tournez en rond et que le pouvoir vous a ramené sur les mêmes débats classiques. Et que finalement, peut-être que tout le monde va être remis ou un autre jeu. Moi, je vais être très clair avec vous.
on a deux voies pour que les personnalités là soient réintroduites sur la liste électorale. D'abord, c'est leur droit d'être sur la liste électorale. Le président Laurent Gbagbo, le président Guillaume Soro ont gagné leur procès à l'international. C'est la Côte d'Ivoire qui dit qu'elle n'applique pas. Donc ça, le droit a été dit par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le débat est clos à ce niveau. Et comme on l'a dit, le cas de Tidiane Thiam, ça a été une erreur. Vous savez, la question de la surabondance, les spécialistes de droit l'ont dit, en France, ça ne pose aucun problème. Et la France, là, elle ne pouvait jamais accepter son annulation de nationalité parce que eux tous ces pays-là ont ratifié le protocole, en tout cas le traité sur l'apatridie. C'est parce que la France savait qu'en enlevant, il était ivoirien et qu'on refuse de lui donner un certificat de nationalité. Vous voyez que tout a été préparé. Et même, j'ai dit, si on refuse aujourd'hui, là, qu'on fasse la RLE, là, mais c'est à cause de Tidiane. Et moi, je ne peux pas accepter ça à cause d'un individu. À cause d'un individu qui vous gêne, vous refusez de me donner mes droits. Moi qui ne fais pas de politique, mais qui veut voter mon président. Il n'y a pas de nouvelle révision de la liste électorale. Je vais faire ça après l'élection. Au nom de qui? Au nom de quoi? Et c'est ton argent. Plus de 20 milliards on a mis à ta disposition. Et toi tu choisis. Tu choisis la période. On est en année électorale. C'est pas juste. En fait, vous voyez que nous, on prend des positions de justice et de vérité. Quand je disais tantôt, il y a deux voies. Il y a la voie du droit. Au regard du droit, là, ces personnalités-là méritent d'être sur la liste électorale. Le président Tidiane Thiam, là, doublement, non seulement il est ivoirien, donc si à la RLE aujourd'hui, là, il est sur la liste électorale, puisque eux tous se reconnaissent maintenant, le ministre de la Justice a reconnu qu'il est ivoirien. Mais il n'y a pas de RLE à cause de lui. Donc vous allez frustrer ce monsieur doublement. Où est le droit? Et c'est pour cela que, en ayant saisi la communauté internationale, j'ai appris qu'il a saisi le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, le droit sera dit. Et la communauté, le représentant spécial, enfin, le secrétaire général des Nations Unies a dépêché si son... Voilà, si l'ONU veut préserver la paix dans notre pays, elle va faire droit à M. Tidiane Thiam. Mais il n'y a pas que Tidiane Thiam. Il y a le cas de Laurent Gbagbo, il y a le cas de Soro Bio, il y a le cas de Blé Goudé. Blé Goudé qui vient d'arriver du Sénégal, où il est allé saisir le représentant justement du secrétaire général des Nations Unies. Mais quand le droit est bloqué, c'est ce qui s'est passé à Pretoria. La Constitution, à son article 37, là, on monte, on descend, M. Ouattara ne pouvait pas être candidat. Et pour ça, le pays a été bloqué. Une rébellion nous a été servie. Oh, vraiment, si on pouvait tous... Vraiment, malheureusement, les gars, on ne peut pas faire rébellion. C'est dommage, hein. Parce que j'ai parlé avec un ami là, il dit, oui, les contextes ne sont pas les mêmes. À l'époque, les rapports des forces avaient changé parce qu'ils n'avaient plus la force, ils n'avaient plus les armes. C'est pas légitime. Et quand Guillaume Soro m'a rencontré à Paris, le 20 septembre 2020, en tête à tête, moi qui l'ai envoyé en exil, je lui ai dit, Joe, ce que tu as fait, on ne fait pas ça contre son pays. Bon, Laurent Gbagbo vit. Tu as pris les armes contre lui, non? Il vit. On a perdu au moins 3 000, 4 000, 5 000. C'est pour ça qu'un défenseur des droits de l'homme ne peut jamais soutenir une rébellion contre son pays. Parce que la rébellion, elle atteint des victimes innocentes. Elle laisse les vraies cibles. Donc, si le droit est bloqué, on s'assoit et puis on trouve des solutions. Souvent, et ça je vais terminer par là, quand les gens sont au pouvoir, ils croient que rien ne peut leur arriver. Parce qu'ils ont l'armée, parce qu'ils ont la police, parce qu'ils ont la gendarmerie. Mais ils ne savent pas que parmi les milliers de policiers, des gendarmes, des militaires, là, ce sont des pères et des familles avec qui nous dormons tous les jours. Ils ne savent pas ça. Ils ne savent pas que les milliers de policiers, des gendarmes, des militaires, là, ce sont nos parents avec qui nous dormons tous les jours. Et tu ne peux pas avoir l'unanimité de tous ces gens-là de ton côté. Il faut arrêter de défier le peuple. Donc, pour chuter, on peut toujours trouver une solution. Dans les discussions, on peut dire préalable, M. Ouattara ne se présente pas, lui là ne se présente pas. Et puis toujours vous discutez, vous négociez. Dans les négociations, c'est du donnant-donnant. Pour moi, il suffit que le président Ouattara, parce que nous on serait associés à ces discussions-là, on l'a demandé. En ce moment, on fera nos propositions. Voilà. On fera nos propositions. Ce n'est pas le lieu, donc je ne veux pas en parler. Mais ce que j'ai pu vous dire aujourd'hui, j'insiste. Moi, je suis persuadé, je l'ai toujours demandé, que le président Ouattara se retire parce qu'il n'en a pas droit. Mais le retrait de M. Ouattara ne garantit pas la paix à l'élection, ne garantit pas l'équité de l'élection. Tant que la
CEI sera là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme si vous avez remplacé bonnet blanc, bonnet. Vous n'allez, M. Ouattara, calmez-vous, M. Ouattara ne se présente pas, donc vraiment, merci beaucoup, la paix est revenue. Non. Parce que si tout est verrouillé pour que le candidat de M. Ouattara vienne forcément au pouvoir, il faut qu'il vienne à la loyale. Il faut qu'il vienne à la loyale. Mon problème, c'est ça. Je ne serai redevable, je ne serai soumis, je ne ferai allégeance au futur président de la République de Côte d'Ivoire que lorsqu'il sortira loyalement des urnes. Mais si vous avez tripatouillé pour me l'imposer, les gars, on n'est pas loin de la fin du combat, quoi. Voilà ce que je voulais vous dire. Voilà, honnêtement, voilà, le fait que non, pas nous dribbler là-dessus, nous distraire. Chers frères, on va conclure. Oui. Comme on l'a toujours dit, le temps appartient à Dieu. Et Dieu permet toutes choses au bon moment pour que les choses se passent bien. Malgré le retard, nous avons eu une très belle conférence de presse. Nous avons eu de très belles discussions avec vous qui nous a permis tous d'être orientés et de savoir sur quel pied danser. Je voudrais donc au nom de la plateforme PECSI que nous présidons et au nom de la FIDOC que préside Dr Boga Sako, vous dire un grand merci. Merci. Et vous demander de rester à l'écoute parce que le combat ne fait que commencer. Oui. Parce que aujourd'hui et plus que jamais nous sommes déterminés. Et nous l'avions dit, nous sommes déjà engagés, nous sommes au devant du combat. Et nous serons au devant du combat jusqu'à ce que le peuple de Côte d'Ivoire puisse avoir la victoire finale sur le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres, c'est ceux qui veulent voler la victoire au peuple, ceux qui veulent nous imposer des élections bâclées, des élections qui sont sur mesure. Ceux-là sont dans le monde des ténèbres parce qu'ils ne connaissent pas encore la lumière. Je dis qu'ils connaissent la lumière, ne décidera jamais, il ne s'engagera jamais à prendre des décisions à la place du peuple. La démocratie, c'est le peuple. Donc je voudrais vous remercier et demander au bon Dieu de vous accompagner, que chacun de vous arrive chez lui à domicile, en pleine santé, et que le Seigneur vous fasse grâce, tous, pour que demain soit un jour meilleur. Pour chacun de nous, je vous remercie. Merci beaucoup.